Bonjour à tous et bienvenue aux 12e journées de la Société française de pharmacie oncologique. Donc avant de déclarer l'ouverture de nos journées, je vais donner la parole à notre hôte, Françoise Blanc-Légier, qui travaille à Avignon depuis de nombreuses années et qui donc connaît bien l'histoire de ce site. Et donc on lui a demandé de bien vouloir nous parler de ce site historique qui est vraiment absolument extraordinaire. Donc je cède la parole à Françoise pour parler donc de l'histoire de ce site prestigieux. Alors, grand merci à l'Institut Sainte-Catherine, à sa direction, et toute ma reconnaissance au Dr Frédéric Pinguet, notre président, pour la confiance témoignée. Quelle est l'histoire et donc quelle est la vie de cette ville? Une locale d'avant 1500 dans le comtat venaissin raconte. Avignon est située sur la rive gauche du Rhône et est occupée dès le néolithique, période de la préhistoire entre 9000 et 3300 avant Jésus-Christ, comme l'atteste une stèle anthropomorphe trouvée dans les fouilles du rocher des Dons. Le nom de la ville remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Nom ethnique, Avignon-Sios, nom des habitants, Avignonensis ou Aunionites en grec. Ce toponyme a deux interprétations, ville du vent violent ou, plus vraisemblablement, seigneur du fleuve. C'est un emporium grec fondé par les Phocéens de Marseille et au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ, les Massaliotes signèrent des traités d'alliance avec quelques villes de la vallée du Rhône. À l'arrivée des légions romaines vers 120 avant Jésus-Christ, les Cavares, alliés des Massaliotes, deviennent ceux de Rome. Ils organisent une vie économique prospère, plantent vignes, oliviers et céréales. Ils construisent de nombreux moulins à foulons, qu'on appellera paradous en provençal, pour exploiter la laine fine des moutons de la région. Passé sous domination de l'Empire romain, Aoignon devient Avegno et fait partie de la Gaule narbonnaise, acquiert le statut de colonie latine en 43 avant Jésus-Christ. Des remparts sont construits dès le 1er siècle. C'est une ville fortifiée de 46 hectares. Le forum romain est sous l'actuelle place de l'Horloge, tout à côté de nous. Un premier pont de bois, daté de l'an 290 par dendrochronologie, est construit sur le Rhône et unit Avignon à la rive droite. Il s'ensuit une période d'invasion diverses. En dépit des catastrophes de ce Moyen-Âge, la vie intellectuelle continue de fleurir. Ce royaume d'Arles, en 1003, est rattaché au Saint-Empire romain germanique. Le Rhône, désormais, est une frontière qui ne peut être franchie que sur le vieux pont d'Avignon. Avignon est comprise dans ce royaume d'Arles. Elle est dotée d'une administration autonome par création d'un consulat en 1129 avec sa propre monnaie. Indépendance et autonomie font partie aussi du caractère des habitants. Le comtat venaissin et Avignon. Situé à la frontière de la France et au carrefour des grandes routes, Avignon disposait d'un accès fluvial reliant l'Europe du Nord à celle du Midi et occupait ainsi une position centrale. Le comtat venaissin avait été donné à la papauté par le traité de Paris du 12 avril 1228, définitivement terre papale par le traité du 14 février 1274. C'est seulement le 12 juin 1348 que le pape Clément VI acheta la souveraineté d'Avignon et de son territoire à Jeanne de Naples, petite fille du roi Robert, comte de Provence. Ce n'est qu'à la suite des victoires de Bonaparte en Italie que le pape reconnut la République, lui céda ses droits sur Avignon et le comtat venaissin. La monarchie pontificale a possédé le comtat venaissin 517 ans et Avignon 443 ans. Saint Bénézé ou Sancte Benedicte en latin. Né en 1165 à Burzet dans le Vivarais et mort en 1184, Bénézé est un jeune pâtre à l'origine de la construction du pont d'Avignon. L'histoire raconte que ce petit pâtre, se disant envoyé de Dieu, vint à Avignon pour construire un pont sur le Rhône. En 1177, saisissant cette pierre que 30 hommes n'eussent pu mouvoir, Bénézé la souleva et la porta au Rhône, là où devait s'élever la première arche. C'est le premier de ces nombreux miracles. À la mort de Saint Bénézé, ses amis s'unirent pour fonder l'ordre religieux des frères pontifes. En 1185, le pont était construit. À l'origine, il comptait 22 arches
et enjamber le Rhône sur plus de 900 mètres. Sur la deuxième des 4 arches qui restent encore debout aujourd'hui est édifiée la chapelle Saint-Bénézé, grande dévotion populaire pour ce saint provençal dont la fête est fixée au 14 avril. Rappelons ici que le pape est souverain Pontifex Maximus, grand constructeur de ponts, intermédiaire entre le plan spirituel et le plan matériel, entre ciel et terre. L'université médiévale. Dès les années 1130, des enseignements de droit sont attestés à Avignon. Un enseignement médical existe en 1297. Pour concurrencer la Sorbonne jugée trop proche du pouvoir royal français, une bulle du pape Boniface VIII érige le studium d'Avignon en studium generale, donat le jus ubique docendi, le 2 juillet 1303, privilège papal du droit d'enseigner dans toutes les universités d'Europe. Avignon est l'une des plus anciennes universités de France. La création de celle de Rome se fait la même année. Ces 4 écoles, droit, médecine, théologie, arts grammaticaux, l'université se développe avec la présence des papes, rivalisant avec celle de Montpellier et de Toulouse jusqu'à accueillir 17 000 étudiants. En 1608, la jeune fille de Barcelone, Juliana Morel, a reçu le degré de docteur en loi à l'université d'Avignon, étant la première femme docteur de l'Europe. Le rayonnement intellectuel et artistique de cette capitale se trouve renforcé par la création de la bibliothèque municipale de 2000 volumes, favorisant la constitution d'un groupe de clercs amateurs de belles lettres dont est issu Pétrarque, fondateur de l'humanisme. La cour pontificale a pour première conséquence un accroissement de la population avignonnaise, passant de 6 000 habitants en 1309 à 40 000 en 1376 malgré la peste qui en fit perdre un tiers. Avignon devint la 2e ville de France après Paris. Du fait de la possibilité de résidence accordée par le pape sur ces terres du comtat et d'Avignon, la présence juive attestée depuis le XIIe siècle, des médecins juifs sont formés à la faculté de médecine d'Avignon. L'âge d'or de cette faculté, c'est 15e et début 16e. À la Révolution française, la ville d'Avignon est annexée à la France le 14 septembre 1791 et l'université d'Avignon supprimée, comme toutes les universités françaises. Pourquoi le transfert des papes en Avignon? Le siège papal est de tout temps fondé et installé à Rome, là où résident les tombeaux de Saint-Pierre et Paul. Ce n'est qu'au XIe siècle, en 1059, que la procédure du conclave, c'est-à-dire élection sous clé des cardinaux, sera véritablement en place pour élire le pape. Cependant, et depuis toujours, les séjours des papes à Rome étaient brefs. Il s'agissait de pouvoir exercer son ministère de successeur de Pierre, loin des turbulences. D'abord parce que la ville de Rome était fort agitée, des guerres divisaient l'Italie, mais aussi les turbulences et de la pression temporelle des grandes familles cardinalices, souvent pour question d'intérêt. Et aussi parce que le pape est un itinérant permanent qui voyageait énormément dans toute l'Europe. On voit que l'installation des papes est circonstancielle, d'abord zone hors France et du roi Philippe le Bel, mais proche du royaume de France. Sur le plan historique, au moment de l'arrivée des papes, début mars 1309, synthèse d'une situation complexe et chargée. D'abord, nous sommes en pleine affaire des Templiers, qui éclata le 13 octobre 1307 jusqu'au concile de Vienne en Dauphiné qui va durer jusqu'en 1312, puis la pression et le procès du roi de France Philippe IV le Bel, procès du roi agressé par Guillaume de Nogaret contre la mémoire du pape Boniface VIII, traduisant à la fois un problème politique et religieux, mais aussi la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, de 1338 à 1458. Et qu'avec tout ça, l'Église et le pape ont pour but et mission de pacifier l'Occident, de stabiliser la situation politique en Italie, afin de relancer la croisade où il était impératif que le roi de France, très chrétien, petit-fils de Saint-Louis, joue le jeu face à 2 ennemis, d'abord les Turcs ottomans et secondairement le sultanat du Caire. D'autre part, le comtat venessin était bien pourvu en place forte. Les papes étaient chez eux, en sécurité sur cette terre papale depuis 1274, et cela ne choquait personne quand Clément V arriva à Avignon. Il n'avait d'ailleurs pas de résidence propre, il logeait au palais épiscopal, situation transitoire et conçue comme transitoire au départ, où de toutes les façons, le retour à Rome se ferait tôt ou tard. Les 7 ou 9 papes en Avignon, du 9 mars 1309 au 11 mars 1403, ou 1416 si on prend la période du schisme.
Le palais des papes, avec son architecture militaire et défensive, affirme la toute-puissance du pouvoir pontifical. Ce palais est le témoignage unique d'une période où Avignon, loin de Rome, devient capitale de la chrétienté. Le roi de France, Philippe IV le Bel, a fait élire l'archevêque de Bordeaux, Bertrand de Goth, Clément V, consacré à Lyon en 1305, exigeant du pape le démantèlement des Templiers. Afin de subir moins de pression, Clément V choisit de s'installer à Avignon, pape missionnaire. C'est à Notre-Dame-des-Dons que ce pape fit célébrer pour la première fois la fête du Saint-Sacrement ou fête Dieu. Le pape suivant demande une procession pour cette fête, d'où l'invention de l'ostensoir, objet liturgique destiné à contenir l'hostie consacrée et l'exposition à l'adoration des fidèles. À sa mort, c'est l'évêque d'Avignon, Jacques Duez, Jean XXII, qui était du pape à Lyon. 18 ans de pontificat où il réformera le système des dominations et des bénéfices ecclésiastiques. Jacques Fournier, évêque de Mirepoix, fut le 3e pape. L'ascétique Benoît XII, abbé de Fontfroide, bâtisseur du palais, il fait la plus grande construction gothique du Moyen-Âge. Le pape suivant, c'est Pierre Roger, élu pape sous le nom de Clément VI, dit le Magnifique, le plus fastueux selon les invectives de Pétrarque, qui agrandira le palais aux dimensions actuelles côté sud, avec la grande audience, la grande chapelle, qui affirme la toute-puissance du pouvoir judiciaire et juridique du pape, et la tour du pape qui affirme la position dominante de la ville et de sa région. Mécène des plus grands artistes de son temps, il appelle les grands architectes français. Sous son pontificat, Avignon est la cour la plus brillante d'Europe. L'époque magnifie la souveraineté pontificale par l'attention et l'ampleur qu'il accorde au décor. Avignon devient ce creuset culturel et un foyer d'échange européen. Les murs du palais se couvrent de fresques en commençant par son studium, cabinet de travail avec la chasse au cerf en 1343. Le cerf est l'animal symbole du Christ, où l'image joue un rôle central. Ce faste s'explique aussi car la sédentarité du lieu d'Avignon a permis de structurer l'appareil fiscal dans ce monde et cela fonctionne de manière efficace. La peste. Tous les événements comme ce défi terrible de la peste dès octobre 1347 dans toute l'Europe sont considérés comme l'expression de la colère de Dieu. Les Juifs sont accusés par l'Europe entière d'être la cause de la peste et Clément VI s'insurge et leur accorde sa protection par 2 bulles. À Avignon, 400 personnes mouraient chaque jour, 11 000 corps en 6 semaines. Les corps sont jetés hors de la ville et dans le Rhône jusqu'à la construction de fosses communes. Le pape prie et reste claquemuré dans ses appartements cloisonnés, tenant rats et puces à distance, vecteurs de contagion. Cette même année, le 12 juin 1348, Clément VI achète Avignon à Jeanne, reine de Naples, petite fille du roi Robert, pour la somme de 80 000 florins d'or. Tout en agissant en tant qu'évêque, somme énorme aujourd'hui parce que chaque florin d'or à 24 carats d'or pur pèse 3,534 grammes. Tout en agissant en tant qu'évêque de Rome, il décide notamment que l'année sainte n'aurait plus lieu tous les 100 ans, mais tous les 50, en instituant le jubilé de 1350 à Rome. Il fait construire l'église abbatiale de la Chaise-Dieu, là où il a été formé et où il se fera inhumer. Étienne Aubert fut élu pape sous le nom de d'Innocent VI. Période terrible, il parvient à imposer une nouvelle trêve entre la France et l'Angleterre, mais les mercenaires qui constituent une grande part des armées sont démobilisés et forment les grandes compagnies, hordes qui pillent sans vergogne tout un chacun. Ces pillages lui font ériger 4300 mètres de remparts pour protéger la ville, englobant l'hôpital Sainte-Marthe fondé par le chevalier Rascasse. Ces travaux nécessitaient des hommes d'argent considérables, aidèrent notamment la gabelle du vin, qui fut la plus fructueuse. Les clients ne payaient pas plus, mais buvaient moins, diminution de la taille des pichets d'1/8. Guillaume de Grimoire, né en 1310 en Lozère, abbé de Saint-Victor, fut le 200e pape sous le nom d'Urbain V. Pape de sainteté et d'érudition, vénéré en France et en Italie, Pie IX signa son décret de béatification. En 1367, il rétablit à Rome le siège apostolique, mais les luttes des factions romaines le forcèrent à revenir à Avignon 3 ans plus tard. Le 7e pape Pierre Roger de Beaufort, sous le nom de Grégoire XI, est le dernier pape français. Il veut ramener la cour pontificale à Rome, car la situation et les turbulences en Italie sont préoccupantes. La visite de Catherine de Sienne à Avignon, si elle ne fut pas à l'origine de cette décision, encouragea le pape à ce départ.
En 1377, Grégoire pénètre dans Rome, il y décède dans la nuit du 26 au 27 mars 1378. Période du schisme d'Occident, de 1378 à 1416. La machine du pouvoir de Grégoire XI est à Avignon, d'où la précipitation à Rome d'élire un cardinal romain sous le nom d'Urbain VI, et pas dans le secret d'un conclave. Urbain VI révèle très vite un comportement étrange et violent, ne permettant pas de faire avec lui. Il refuse sa démission. Réuni en conclave, le Sacré Collège élit Robert de Genève sous le nom de Clément VII, qui n'a d'autre solution que de retourner à Avignon, la place de Rome étant occupée. Avec deux papes, l'un à Rome, l'autre à Avignon, c'est un problème insoluble qui partage la chrétienté, d'autant qu'à la mort d'Urbain VI à Rome, Boniface IX est élu. Le schisme se poursuit et à la mort de Clément VII à Avignon, le cardinal Pedro de Luna en Grande-Espagne est élu sous le nom de Benoît XIII. Situation sans issue, chaque roi en Europe prend position pour l'un contre l'autre. L'opinion publique s'est mobilisée fortement en faveur de l'unité. Le roi de France, Charles VI, tente un cours de poker par un vote de soustraction d'obédience au pape. Obstiné, Benoît XIII veut garder le pouvoir coûte que coûte, siège de plusieurs années, sauf que la nuit du 11 mars 1403, Benoît XIII s'évade dans la nuit et retourne à Aragon jusqu'à sa mort en 1422, convaincu d'être le pape. Ce grand schisme, encore aggravé par l'élection d'un troisième pape, se poursuivra jusqu'en 1416, où le concile de Constance, sous le pape Martin V, parvint à regrouper l'ensemble de la chrétienté. L'Europe est laïque depuis l'an 800 à cause de cette lutte entre pouvoir temporel du roi et pouvoir spirituel du pape. Influence de la présence des papes dans le territoire. L'événement qui a marqué l'histoire du comtat vénitien est sans aucun doute l'arrivée de la soie. C'est à des Vénitiens, des Toscans et des Lombards que nous devons l'apprentissage de la culture du mûrier blanc, de l'éducation des vers à soie et du savoir-faire industriel textile. Les papes ont fait planter des millions de mûriers partout dans le comtat afin de produire la soie pour les habits et ornements liturgiques, ce qui dynamise le commerce et multiplie les échanges. Le comtat devient un terminal de la route de la soie, un siècle avant Lyon. Née par la volonté politique des papes, la soie a façonné le visage industriel et commercial du comtat. La laine a accueilli la soie dans la plus parfaite intimité. Les doucettes, ces étoffes fabriquées au XIVe siècle, consistaient en des mélanges de laine et de soie. La soie de ces étoffes n'était pas le filament, mais la filoselle, et que les amateurs de tissus anciens connaissent sans doute pour ce toucher exceptionnel, cette multitude de petits bouts de soie provenant de l'inévitable chute que la tireuse de soie engendre en cherchant le bout du cocon. La soie en filoselle se cardait et se filait comme la laine et pouvait lui être associée. Des fils de filoselle tramés sur une chaîne de soie forment un tissu léger inventé en terre papale, les papelines. Et il faut savoir qu'au XIVe siècle, 2000 métiers tissent la soie à Avignon. Les maisons de cette époque, jusqu'au XVIe, avaient tout leur dernier étage construit et structuré pour faire l'élevage des cocons de soie dans toutes les villes du comtat. Le chardon naturel et ses minuscules crochets qui s'accrochent aux toisons des animaux pour disséminer ses graines ont inspiré le velcro, déjà le biomimétisme. Au Moyen-Âge, chaque corporation de métier s'installait dans la même rue. Cette pratique remonte à l'époque romaine. De nombreuses rues d'Avignon ont gardé leur nom d'origine. Rue de la Petite Fusterie ou du travail du bois, rue des Teinturiers, rue de la Banasterie, fabrique des paniers à nosier, rue de la Pérollerie ou chaudronnier. Dans la vie matérielle quotidienne des papes, il y avait la présence d'un service d'aumônerie important, notamment avec la maison de la Pignotte, les pignes en provençal, qui nourrissait quotidiennement plusieurs centaines de pauvres déjà. Le papeton d'Aubergine a été créé pour la table des papes. En musique, les chants polyphoniques se développent au XIVe et se distinguent par la liberté rythmique. La musique est intégrée dans la polyphonie liturgique dès le XIVe siècle. La chanson du Pont d'Avignon, connue dans le monde entier, date du XVe. Napoléon III acquit en 1857 la collection Campana, que vous pouvez voir au musée du Petit Palais, et en 1976, André Malraux vient inaugurer le Petit Palais et le don du Louvre de la collection des primitifs de Campana, venu enrichir les peintures de l'école dite d'Avignon. Il y a aussi la naissance du Festival d'Avignon en 1947, le TNP, créé à la fois par René Char, Jean Villard et les Hervos, en photo avec Gérard Philippe, donnant spectacle et création dans la cour d'honneur. Avignon n'a pas été une parenthèse dans l'histoire, mais elle s'inscrit dans la continuité de la papauté.
Pour l'Église, cette période fut féconde, avec la canonisation à Avignon le 14 juillet 1323 de Thomas d'Aquin et l'envoi des missions en Chine. Le blason d'Avignon date de 1348. Nous vous souhaitons que chacune des clés d'Avignon puisse ouvrir en vous son message. La première clé ouvre la porte de la sagesse, la deuxième clé ouvre la porte de l'amour, la troisième clé ouvre la porte de l'avenir. Excellent congrès à chacun, bâti sur échange, ouverture et discussion, qui sont la signature historique de cette ville. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Françoise, très enrichissant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers confrères, chers amis, à nouveau je vous souhaite la bienvenue à tous dans ce lieu chargé d'histoire. Donc les jours sont venus de notre 12e congrès de la Société française de pharmacie oncologique. Il y a 25 ans naissait la SFPO, mais aussi les grandes découvertes dans le domaine de la biologie moléculaire en cancérologie, biologie moléculaire qui a permis la mise en évidence d'anomalies de voies de signalisation liées à la maladie cancéreuse. De nombreux cibles ont été ainsi identifiés et à l'origine de nouvelles molécules. Aucune discipline médicale n'a bénéficié d'un tel engouement de découvertes dans les années passées. Aucune discipline ne dispose d'un tel arsenal thérapeutique actuel et à venir. De réels progrès ont été constitués ces dernières années dans de nombreux cancers, comme les tumeurs liquides de l'enfant et de l'adulte, les cancers du poumon, les cancers du côlon, de l'ovaire, du sein, du mélanome. Dernier résultat extraordinaire, 50% des patients atteints de mélanome malin métastatique sont en vie 5 ans après la découverte de la maladie. Qui l'eût cru il y a 25 ans? Qui l'eût cru il y a 25 ans? Aujourd'hui, des traitements on ne peut plus innovants, comme les CAR-T-cells, de la biologie déterminante comme l'ADN ou les cellules circulantes, prennent place dans la décision thérapeutique. La recherche de marqueurs moléculaires permet d'un point de vue pratique de préciser le choix des thérapeutiques. Une prise en charge également en pleine mutation, avec l'utilisation des hôpitaux de jour, mais aussi en faisant la part belle aux alternatives à l'hospitalisation, en particulier grâce aux formes orales des médicaments anticancéreux. Les pharmaciens hospitaliers et d'officine accompagnent cette profonde mutation. C'est le rôle de la SFPO, notre rôle, que de fournir les outils à nos confrères afin de progresser, d'accompagner et de prendre en charge les patients de façon optimale. En effet, les traitements se complexifient et nécessitent une remise en question permanente des professionnels de santé. À quand une spécialité pharmaceutique oncologique? C'est devenu vraiment une spécialisation très très importante de notre quotidien. C'est dans ce contexte motivant, dynamiseur, synergisant, que nous organisons les 12e journées de la SFPO. Ces journées, nous les avons souhaitées scientifiques et conviviales, un mixte entre théorie et pratique, entre plénière, atelier et symposium. Jamais nous n'avons été si nombreux. Nous sommes pratiquement 650 participants venant de tous horizons, y compris des collègues étrangers. Nous avons reçu plus de 250 résumés mettant en évidence le dynamisme constaté dans nos pharmacies hospitalières ou d'officine. Parmi ces résumés, pratiquement 200 ont été retenus comme communication orale et affichée. Je vous invite à rencontrer les auteurs ainsi que leurs travaux. De nombreux prix seront décernés à l'occasion de nos journées. Prix Chugai, la Bourse Académie nationale de pharmacie SFPO, les prix AstraZeneca, ainsi que les nombreux prix attribués pour la qualité des communications orales et des communications affichées lors de notre congrès. 14 prix au total. Plus de 50 industriels seront présents, que ce soit du médicament, du dispositif médical, mais aussi des matériaux de préparation des chimiothérapies. Notre souhait est de faire reconnaître la SFPO et les pharmaciens hospitaliers spécialisés en cancérologie auprès des instances nationales et internationales. Nous avons besoin d'une SFPO forte. Pour cela,
votre soutien est indispensable en adhérant à notre société, mais aussi en participant à nos groupes de travail. Rejoignez-nous, participez à nos activités et en particulier à notre Assemblée générale demain soir à 18h dans ces lieux. Merci d'y participer. Nous détaillerons notre action, mais aussi nos projets, notre positionnement sur le plan national et international, notre implication dans la recherche appliquée pharmaceutique. Un bilan financier sera présenté. Beaucoup reste à faire. Il nous faut œuvrer auprès de nos institutions, redoubler de travail et d'investissement, nous impliquer encore plus, en particulier dans la formation. Je souhaiterais procéder à quelques remerciements. Tout d'abord aux membres de la SFPO ayant plus particulièrement participé à l'organisation de notre congrès à Avignon. Je pense en particulier à Jean-François Tournamille, notre trésorier, qui a fourni un travail absolument colossal. Je pense aussi à Christophe Bardin, Diane Brager et au comité scientifique et de sélection des résumés. Et enfin à tout le conseil d'administration de la SFPO qui a œuvré efficacement dans une ambiance conviviale, toujours conviviale. Deuxièmement, à la Cité des Papes, en particulier à Amandine Soulier et Isabelle Médina, qui ont œuvré de façon très très efficace. Je souhaiterais remercier également Klaus Mayer, présent parmi nous, qui est président de l'ESOP, l'European Society of Pharmacy Oncology. Je le remercie beaucoup de sa présence. Je souhaite remercier également la société Géol et la société BioBio, nos partenaires. Et un point particulier concernant nos industriels sans qui rien n'est possible. Ils nous apportent un soutien fort et indépendant. Ils seront plus de 50 à participer à notre congrès. Allez les rencontrer. Ils seront présents dans 3 salles différentes dans lesquelles se trouveront les déjeuners. Que ces journées vous soient agréables et profitables, étonnantes. Je vous souhaite encore la bienvenue à tous. Vous remercie beaucoup pour votre confiance et je déclare ouvertes les 12e journées de la Société française de pharmacie oncologique. Alors, d'un point de vue pratique, donc c'est l'heure des ateliers. L'heure des ateliers est venue. Donc, les ateliers, nous en avons 3. L'atelier 1 concernant l'automatisation de la préparation des chimiothérapies se fera dans la salle du trésorier qui est pas très loin d'ici. L'atelier 2 se fera dans la salle du conclave qui concerne la pharmacie clinique organisée par notre commission jeune, et ça c'est une forte satisfaction. Et puis enfin, l'atelier 3 concernant l'innovation thérapeutique et la régulation médico-économique se fera dans la salle du cellier Benoît XII, qui n'est pas très loin d'ici non plus. Donc merci de vous répartir dans ces salles en fonction de votre choix au plus vite. Normalement, le gars pour Internet, je dois revenir. Normalement, c'est bon. Allez, je vous laisse taper. Vas-y, je t'en prie, je te sens chaud là. Donc là, il n'y a rien qui marche, c'est ça? On va les inviter à le faire. Oui, alors du coup, une chose, le câble réseau est tendu. Donc en fait, si vous bougez un peu, c'est vrai que tout à l'heure, en fait, j'ai pas de reconnaissance, je voyais plus ce qui se passait ici. Mais ok, allez, bloguez-vous, etc. Ah bah merci. Ça marche. Bah, d'accord, si ça bloque, c'est le câble bleu. Hein.
Eh bien, merci beaucoup. Oula. Bonjour. Bonjour à tous. On est déjà un petit peu en retard pour commencer l'atelier. Par contre, on va profiter de l'originalité de la salle, si vous le voulez bien, pour vous inciter vraiment à vous rapprocher, parce que le principe de l'atelier, c'est que ce soit un petit peu interactif. Donc déjà, si vous êtes de côté par rapport à nous, mais si vous êtes vraiment au fond de la salle, on aura du mal. Si vous avez la motivation de vous rapprocher, vraiment, je vous invite à vous rapprocher, qu'on puisse être le plus proche possible. Le concept de l'atelier, c'est que ce soit un maximum interactif avec la salle. On a préparé des petits quiz. Mais voilà, si vous voulez bien essayer de vous rapprocher, finalement, les places ici, en haut, sont peut-être les meilleures. Tu ouvres, moi je fais 30 secondes sur la commission junior. Bonjour, on sait que vous étiez déjà un peu installé, mais si vraiment vous pouvez vous rapprocher, parce que c'est vrai que c'est une configuration de salle qui est très jolie, mais qui est un peu particulière. Donc, comme c'est un atelier, on a besoin d'un peu de proximité. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Enfin, surtout pour ceux du fond, ce serait dommage. Sinon, on viendra à votre rencontre sur le tapis rouge. C'est assez intéressant. On va essayer d'attaquer pour essayer de respecter le timing. Donc, bienvenue sur cet atelier organisé par la commission junior. Donc, c'est un atelier DPC. Donc, j'espère que toutes et tous, vous avez eu l'occasion de pouvoir répondre au pré-questionnaire qui permet de valider le programme DPC. Vous aurez un post-questionnaire à l'issue de l'atelier. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger l'application Socrative qui va être utilisée pour voter au quiz. Socrative, S-O-C-R-A-T-I-V-E. Florian va vous en reparler juste après. En tout état de cause, donc c'est un atelier sur la pharmacie oncologique. Alors vous verrez que le thème, ce sont les hôpitaux de jour, qui constituent pour nos établissements pas forcément le premier lieu de déploiement de la pharmacie clinique. Et justement, c'est un peu toute l'originalité de cet atelier, de vous présenter quelles actions pourraient être mises en œuvre. Voilà. Alors, le temps que tout le monde finisse de s'installer, de télécharger Socrative, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais laisser Benjamin vous présenter la commission junior qui a été créée par la SFPO depuis 2015. Voilà, en quelques mots, Benjamin, si tu peux présenter la commission. Merci, Mickaël. Rebonjour à tous. Merci beaucoup. On est très fiers parce qu'on est l'atelier qui a le plus de succès. Merci beaucoup. Pourquoi un atelier par la commission junior? C'est vrai on s'est lancé officiellement en 2015. En 2015, au congrès, on avait fait un atelier sur les thérapies orales. À l'époque, on était un peu en avance dans le temps. Là, en 2019, on s'est repositionné. On s'est dit pourquoi pas. On a une belle équipe de juniors dynamiques. Donc, on a reproposé de faire un atelier. Et là, est ressorti la thématique des activités de pharmacie clinique en oncologie en hôpital de jour. Donc voilà, on est très heureux de partager ce moment avec vous. Alors le bon côté de dire que c'est la commission junior qui l'organise, c'est que du coup ça démystifie un peu. On a tous été internes souvent chez vous ou co-internes ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous interrompre, à nous poser des questions, à discuter. Et on essaiera que ce soit un maximum interactif dans la mesure du possible.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous êtes nombreux. C'était pas prévu, mais c'est une très bonne nouvelle. Normalement, on devrait pouvoir faire fonctionner l'application pour tout le monde. On va tester ça de toute façon assez rapidement. Donc, il s'agit, si vous vous posez la question, évidemment, de l'application Socrative Student. OK ? Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, voilà. Vous allez taper dans la room quelque chose. Là, vous allez taper le nom du trésorier de la SFPO, c'est Monsieur Tournamil. Donc vous tapez Tournamil, c'est lui qui paye l'abonnement, c'est normal. Oui, il y a un accès Wi-Fi ici. Ah, ça va peut-être vous aider. Hein. Pour le Wi-Fi, ça vous aidera effectivement pour vous connecter. Donc le réseau à identifier, c'est CIC public. Et après, c'est un code à 10 chiffres. Donc, soyez tout oui. 049. CIC public, le réseau. Alors je recommence. 049. 027. 5000. 049, 027, 5000. Ouais, 5000. 5000. Voilà, et ça fait 10. Et ça passe. Bon, en tout cas, grâce à l'application, moi je sais qu'il y a déjà 32 personnes qui sont connectées. 33, ça n'arrête pas de grimper. Donc normalement, si vous avez réussi, vous allez avoir le premier quiz qui s'affiche, qui est d'une certaine complexité, puisqu'on vous demande simplement de nous dire, de vous présenter, c'est-à-dire de savoir si vous êtes pharmacien d'officine, pharmacien hospitalier, interne en pharmacie, étudiant ou autre, pourquoi pas. Donc le premier va être un petit peu laborieux, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on voit en direct le nombre de personnes qui sont connectées, le nombre de personnes qui répondent. Hein. À un moment, on arrêtera ça pour pas que ça dure trop longtemps, les jeux seront faits et on affichera les résultats. On n'avait pas prévu ça. Alors sachez qu'avec l'application, j'en profite, je meuble un petit peu, il y avait également la possibilité de faire des quiz sous forme de match. Alors si on avait su, on vous aurait réparti à l'avance, on aurait fait un face-to-face, mais ça aurait été un petit peu complexe à organiser d'un point de vue logistique. C'est parti ? Ok. Allez, on va passer le premier, puis après les autres nous rejoindront. Donc on va déjà avoir une idée à peu près de qui vous êtes. Vous êtes essentiellement pharmacien hospitalier, interne en pharmacie, et on a également des étudiants donc non internes. Je remarque et je peux déplorer qu'on n'a absolument aucun pharmacien d'officine dans la salle. Alors, et la deuxième question avant qu'on commence à passer aux présentations, c'est de savoir dans quelle structure vous exercez. Alors normalement, selon toute vraisemblance, vous n'exercez pas en pharmacie d'officine. Mais on peut être surpris. Allez, les jeux sont faits. Hein. Voilà, donc c'est globalement assez bien réparti. On a la plupart sont dans des centres hospitaliers, un peu moins dans les CHU et dans les établissements privés, et encore un petit peu moins, mais c'est finalement assez cohérent avec la répartition territoriale dans les centres de lutte contre le cancer. Très bien, on va s'arrêter maintenant pour les quiz. Je pense que c'était pas très difficile, et on va vous proposer de commencer l'atelier. Alors. Ça je passe. Donc on a aujourd'hui 6 points à aborder qui vont être un petit peu un déroulé relativement cohérent. On va commencer à parler de ce que c'est déjà un hôpital de jour et pourquoi on s'est mis à s'intéresser à cette thématique finalement dont l'intitulé peut paraître un petit peu bizarre de prime abord. Oui, normalement vous pouvez suivre à peu près partout. Ensuite, on parlera de l'enjeu qu'il y a autour de la mise en place d'activités de pharmacie clinique oncologique dans ces hôpitaux de jour de cancérologie. Pourquoi est-ce qu'on va s'y intéresser? Quels sont les enjeux? On parlera de tout ce qui a trait à l'entretien patient, l'entretien pharmacien-patient. On verra qu'il existe déjà des référentiels et mes collègues qui sont experts détailleront ça évidemment parfaitement. On abordera ensuite tout ce qui va avoir trait à l'analyse pharmaceutique dans son intégralité.
Et puis alors on verra en fonction de notre maître du temps comment on découpe l'atelier. Et puis on a dans une deuxième partie normalement, pas que je me donne trop moi. Hop. Les outils et les méthodes. On va voir comment on peut restituer une analyse pharmaceutique auprès de qui de droit. Et puis enfin, on discutera un petit peu de la façon de valoriser ce type d'activité de pharmacie clinique oncologique. Alors j'ai la joie de commencer. Bien évidemment, comme vous l'aurez compris, effectivement, comme l'a dit Benjamin, on a une expérience qui est toutefois limitée, puisque si on prend la moyenne d'âge de la salle, ce qui veut dire qu'on n'est pas vraiment là pour faire de la formation style DPC, mais qu'on espère que ce sera plutôt un lieu d'échange, bien évidemment. D'accord ? Je sais que c'est assez classique comme propos, mais c'est tout à fait sincère. Donc ça, on le passe. Alors, moi j'ai une troisième question, j'avais oublié. Hop, je remonte. On va devoir jongler un petit peu avec ça. Quelle est la proportion de chimiothérapies injectables qui sont réalisées en hôpital de jour en France, selon vous ? Alors, les jeux sont faits. Et bien effectivement, on a quand même globalement... Ah, je ne savais pas que ça pouvait continuer à marcher quand on avait bloqué. Très bien. Ben, effectivement, on voit que vous êtes quasiment tous sur 70 et 90%, et en fait, ce sont les deux bonnes réponses, quelque part, puisque les hôpitaux de jour représentent en France 70% dans l'activité des centres hospitaliers publics et 90% en ce qui concerne les centres hospitaliers privés. Donc effectivement, c'est important de se rendre compte que dans un CHU ou dans un CH ou dans un autre centre hospitalier, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez le patient en ambulatoire, la plupart des traitements par chimiothérapie injectable se font dans les hôpitaux de jour finalement. Alors vous allez tout de suite penser à ce qui ne se fait pas dans les hôpitaux de jour, vous pensez à la pédiatrie ou à certains services d'hématologie ou de sarcome par exemple, mais finalement c'est assez réduit par rapport à des pathologies cancéreuses qui sont très très fréquentes. En 2017, il y a eu des recommandations qui ont été publiées par la Société française de pharmacie oncologique autour des méthodes. L'atelier SFPO était fait autour des outils et méthodes des chimiothérapies orales. Donc quelque part cette année, 2 ans après, on va essayer d'aller sur le versant plutôt injectable, comme vous l'avez compris. L'INCa en 2016, vous apprenez qu'un quart aujourd'hui des molécules de chimiothérapie étaient des molécules par voie orale. Donc ça paraît énorme, et effectivement cette part augmente. Néanmoins, ça veut dire que le reste, c'est-à-dire environ 3 quarts, demeurent des molécules qui s'administrent par voie injectable. Et c'est ça finalement qui est intéressant. Et ça se fait quasiment exclusivement dans le cadre d'une hospitalisation. Et vous l'avez compris, dans 3 quarts, voire 4/5 du temps, dans les hôpitaux de jour de cancérologie. Alors les hôpitaux de jour, ça c'est juste pour l'historique, j'ai retrouvé ça dans un papier US. Initialement, vous le saviez peut-être, ça avait 2 objectifs. C'était d'une part la maîtrise des coûts, on comprend aisément, c'est valable également dans notre pays, qu'une hospitalisation de jour, c'est évidemment beaucoup moins coûteux qu'une hospitalisation traditionnelle, à condition évidemment que ça soit possible. Et puis l'objectif, c'était également qu'il y ait une amélioration de la qualité de vie des patients, ce qui peut également s'entendre. Alors dans le premier papier que j'ai trouvé, qui est un petit peu vieillot, finalement il n'y avait que la maîtrise des coûts qui semblait marcher. Alors, voici une représentation très très schématique de ce qu'on pourrait appeler une première hospitalisation de jour pour un patient, ce qu'on a l'habitude d'appeler dans celles et ceux qui sont encore dans les unités de reconstitution des cytotoxiques le C1J1, le fameux C1J1. On a un patient qui va rentrer, qui va sortir, comme on leur dit, vous sortez à la fin de la journée ou plus tard, vous ne resterez pas le soir, et entre-temps, finalement, il va y avoir, surtout au C1J1, parfois une multitude d'intervenants qui vont venir de manière systématique. Il s'agit de l'infirmière ou l'infirmier diplômé d'État ou évidemment du corps médical, souvent représenté par les internes d'oncologie pour la validation de la chimiothérapie. Évidemment, un rôle également fixe qui est celui de la préparation des postes de chimiothérapie par l'unité de reconstitution des cytotoxiques. Et puis à côté, sous forme de nuages, vous voyez qu'il y a finalement une multitude d'interventions, et je ne suis pas exhaustif, je le dis tout de suite. Ça va être d'une intervention d'un diététicien nutritionniste, de ce qu'on appelle les psychologues, alors une spécialité qui s'appelle la psycho-oncologie, qui d'ailleurs est assez... a un nom de société qui est assez proche d'une autre, n'est-ce pas, d'une intervention d'une socio-esthéticienne, notamment en ce qui concerne les perruques par exemple, mais pas que, je pense également au vernis. Parfois, sollicitation d'assistance sociale pour les situations complexes. Vous en avez forcément déjà connu au moins une dans votre carrière. Et puis au milieu de tout ça, finalement, au-delà du rôle initial et actuel, bien évidemment, qu'a le pharmacien hospitalier de
préparer les chimiothérapies injectables, il peut également avoir d'autres rôles directement auprès du patient. Alors, la conciliation médicamenteuse, c'est quelque chose que vous connaissez bien. C'est un terme qui, initialement, était quand même entendu comme étant une comparaison à un moment ou à un autre d'un bilan médicamenteux optimisé et d'une ordonnance à l'admission d'hospitalisation. Même si aujourd'hui ce terme-là est utilisé également pour la HDJ, on comprend bien quand même initialement qu'il y a un problème fondamental en hôpital de jour, c'est qu'il y a parfois des difficultés, j'imagine que c'est le cas aussi, vous pourrez nous en parler, à ce que les patients qui rentrent pour être traités pour un cancer soient également pris en charge pour tout le reste. On parle de pathologies qui ont une moyenne d'âge de diagnostic de 60-65 ans parfois, pour lesquelles les patients n'ont pas qu'un cancer. Et donc, il faudrait imaginer que à l'hôpital de jour, tous les traitements réguliers du patient soient represcrits. Je ne dis pas que ça n'est pas fait, je dis que ça paraît quand même compliqué. On a également la complexité qui est liée à l'interface des différents logiciels. On passe notre temps à essayer d'interfacer le logiciel, mais a priori, il ne s'agirait pas de vouloir le faire à l'excès, parce que de toute façon, ça ne marche pas toujours. Et donc, il y a des pertes d'informations lorsqu'on n'a qu'un seul logiciel de chimiothérapie, par exemple. L'HDJ, ça paraît très bien sur le papier, mais l'HDJ, c'est aussi un lieu emblématique d'une prise en charge fragmentée. Tout le monde va intervenir sur différentes thématiques en fonction de son appétence et surtout de sa profession et de sa spécialisation, avec parfois finalement des patients qui sont ni pleinement à l'hôpital, ni pleinement en ville, des professionnels de santé hospitaliers qui ignorent ce qui se passe en ville parce que le patient ne reste pas assez longtemps à l'hôpital, et des professionnels de ville, ça fait longtemps qu'ils s'en plaignent, qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe derrière les murs de l'hôpital. Une durée de séjour qui est rapide. Les choses vont vite, les choses vont parfois très très vite pour certaines formulations injectables par voie sous-cutanée. Et puis, on aurait, c'est un avis personnel, peut-être que vous me contredirez, mais on aurait tendance à penser que par rapport aux chimiothérapies orales, pour lesquelles vous savez qu'il y a énormément de publications, de données qui ressortent sur l'importance d'être vigilant vis-à-vis des interférences avec d'autres médicaments, on aurait presque tendance à oublier que les chimiothérapies parentérales le sont également. Ça, c'est un schéma que vous avez sûrement déjà vu. Et finalement, la seule différence entre des thérapies orales et IV, de manière très très grossière, c'est que vous avez une phase de résorption pour lesquelles les chimiothérapies injectables ne vont pas être concernées. Mais pour le reste, finalement, il peut y avoir des interférences médicamenteuses, des interactions au niveau des phases de distribution, de métabolisme, d'élimination, etc. Alors ça, c'est un article qui est fondateur. Je passe un peu en revue pour poser le sujet. Un article qui est un petit peu fondateur et qui, justement, c'est une équipe de Lyon qui avait montré en 2007, en faisant une belle revue de la littérature sans s'arrêter aux bases de données classiques, on y reviendra, qui a montré qu'on retrouvait finalement énormément d'interactions médicamenteuses plus ou moins documentées pour des molécules dont vous avez une liste à la droite qui n'est pas exhaustive, mais sur des molécules que vous connaissez très bien. Alors, ça va être à vous de travailler un petit peu. Pourriez-vous... Non, je ne veux pas quitter, je veux nexter. Voilà. Pourriez-vous nous dire quelle est selon vous l'incidence des interactions médicamenteuses entre les traitements oncologiques, annexes compris, et les autres médicaments qu'on appelle les médicaments réguliers, ambulatoires, personnels, qui ont différentes appellations? Et oui, effectivement, vous avez en majorité la bonne réponse. Alors c'est peut-être un peu facile maintenant de répondre quand vous voyez les résultats s'afficher, je pense qu'il y a quand même un petit biais. Effectivement, quand on fait la littérature, c'est ce qu'on va retrouver, des taux grosso modo qui vont se situer entre 15 à 20% et 40% d'incidence d'interaction médicamenteuse. Ma bibliographie n'est absolument pas exhaustive, bien sûr, vous avez sûrement d'autres références en tête, peut-être même des travaux personnels, mais c'est quand même un ordre d'idées qui ressort. Alors ça, c'est une réflexion qu'il est intéressant d'avoir, c'est de se rendre compte qu'il y a différentes étapes dans ce que peut proposer un pharmacien hospitalier vis-à-vis d'un hôpital de jour de cancérologie. On part d'une situation où, en théorie, un pharmacien hospitalier serait amené, je parle d'un cas assez classique, à valider des prescriptions de chimiothérapie sans pour autant avoir accès au traitement régulier des patients, parce que les patients n'ont pas l'ordonnance prescrite dans le logiciel hospitalier. Et donc, il y a une situation de non prise en compte du traitement global qui peut générer des problèmes médicamenteux, ça se comprend bien. La première étape, parce qu'il faut fonctionner par étapes, ça serait tout d'abord déjà de prendre en compte rien que ce traitement médicamenteux régulier, d'avoir une idée globale, ce qu'on appelle un bilan médicamenteux optimisé, pour déjà limiter les risques, essayer d'éviter les problèmes. Mais en fait, quand on va un petit peu plus loin,
quand on a la chance de pouvoir aller plus loin, au-delà de la limite des risques, qui est déjà très très bien qu'on se le dise, il y a aussi possibilité de transformer cette espèce de zone à risque qu'est l'hôpital de jour de cancérologie en point fort. Quand on en a la possibilité, alors évidemment on parlera après de ressources humaines et autres, quand on en a la possibilité, l'HDJ en fait ça peut se révéler être un point fort de la prise en charge des patients en oncologie, parce que ça peut être aussi l'occasion de réviser la thérapeutique globale médicamenteuse. Vous savez que des patients qui vont commencer un traitement de chimio, ils vont parfois se retrouver avec évidemment des pathologies chroniques type diabète ou dyslipidémie, qui vont forcément être amenées à être révisées également. Donc l'hôpital de jour peut être également un lieu où faire ce genre de choses. Ça peut être également l'occasion de mettre en place des mesures d'accompagnement des patients qui peuvent être plus ou moins poussées en fonction des centres hospitaliers. Alors effectivement, j'arrive à la fin de cette première partie. Les activités de pharmacie clinique oncologique, elles vont être diverses, parce que vous avez alors l'impression aujourd'hui qu'on est un petit peu monomaniaque, on va beaucoup parler du bilan médicamenteux optimisé, mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être des centres qui travaillent sur d'autres choses, uniquement sur la révision thérapeutique, quoique ça pourrait être surprenant. Il y a des centres qui ont axé beaucoup d'énergie sur l'information aux patients et l'accompagnement de ces patients. Et puis, il y a évidemment des actions d'éducation au sens large. Je ne parle pas que des termes labellisés comme de l'éducation thérapeutique qui peuvent être proposés en HDJ. Mais aujourd'hui, nous, vous le verrez, on a volontairement axé, parce qu'il faut faire des choix, de manière très importante sur les bilans médicamenteux optimisés en cancérologie. Alors pourquoi l'HDJ ? Je pense déjà, j'espère vous avoir en partie convaincu. Il faut aussi savoir que par rapport au PUI, les liens sont parfois historiquement très forts. L'HDJ, c'est souvent le plus gros client, pour parler rapidement, des UCRC. En général, c'est pour eux qu'on produit le plus de poches. C'est pour eux qu'on a également une contrainte, ce qu'on appelle la contrainte de mise à disposition des préparations. Ça, je vous apprends rien non plus, qui peut parfois générer des situations plus ou moins tendues. Ça peut être intéressant aussi de développer des accès au planning des patients via les logiciels de préparation ou via les logiciels de programmation des secrétaires. Ce sont des choses qui sont possibles. Quand on veut commencer à travailler avec un hôpital de jour, au-delà, même rien que pour faire des chimiothérapies, il est important d'identifier des relais, les infirmières dites de coordination par exemple, bientôt également des IPA, les médecins oncologues, les internes, et puis évidemment, comme pour toute activité pharmaceutique à initier, il est évidemment essentiel d'évaluer la charge de travail. J'espère qu'aujourd'hui, on essaiera de répondre en partie, notamment à ce dernier point. Alors ça, c'est un quiz, mais je suis en train de me demander s'il a réellement été mis en ligne. Tant pis, je ne prends pas le risque. J'ai un doute. Voilà. Premier cafouillage. Et non, il n'a pas été mis en ligne, donc ne répondez pas tout de suite. Enfin, vous pouvez, mais tant pis, je passe. Et puis moi, j'avais un mot à dire aussi important, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Vous, évidemment, quand vous pensez en première intention aux ressources humaines qu'on peut mobiliser sur des activités de pharmacie clinique en général, mais là on parle d'oncologie, vous pensez au pharmacien hospitalier qui est déjà un ETP et qui va devoir augmenter au-delà d'un ETP pour arriver à faire ça, aux internes en pharmacie qui sont également souvent débordés, aux étudiants en pharmacie sur lesquels, quoi qu'on en dise, on a du mal à stabiliser des activités pérennes parce que ça change et que ça va dépendre quand même en grande partie de la motivation de ces étudiants-là. Et puis il y a quand même un corps de métier qu'on aurait tendance à oublier, ça serait bien dommage, ce sont les préparateurs en pharmacie. Bien évidemment, les anglo-saxons ont un petit coup d'avance sur nous puisque ça fait quelques années qu'ils ont mobilisé ce corps de métier, non pas uniquement au sein de la PUI comme on en a l'habitude, mais pour aller plus loin, pour eux-mêmes commencer à préparer des BMO, pour initier d'autres types de recueils de données, par exemple, ou de la ressaisie. Eh bien, en France, on commence, là c'est une publication sur la droite de l'équipe grenobloise, qui a commencé justement à essayer de faire une petite revue sur les différentes possibilités d'utilisation au sens ressources humaines du préparateur en pharmacie. Ça peut être intéressant dans les centres hospitaliers qui se plaignent, par exemple, de ne pas avoir d'étudiants en pharmacie régulièrement. Et puis quand on cherche à adapter les ressources humaines, on va en parler un petit peu après, je vais passer assez vite, il y a la notion de facteur prédictif de problème. Quand on cible une action en particulier, il peut être intéressant dans un premier temps de commencer petit et ça passe par la détection de facteurs prédictifs. Alors la détection, quand on n'a rien fait, c'est difficile, mais d'utiliser les données publiées d'autres centres, par exemple de la littérature. Et en fait, quand on fait une littérature assez rapide, on se rend compte que bien évidemment, les patients qui ont beaucoup de médicaments sont forcément plus à risque. Là, vous me direz, mais pour savoir qu'il a beaucoup de médicaments, il faut peut-être déjà que j'initie l'entretien. Bonne réponse. Le nombre de comorbidités, l'âge des patients, c'est peut-être plus facile. Et par exemple, un indice de masse corporelle qui serait, vous l'imaginez, assez faible.
Un point fort par rapport aux thérapies orales, pour lesquelles les patients, s'ils ne vont qu'en consultation, passent totalement au travers des filets des logiciels métiers de la pharmacie hospitalière, et ben, c'est justement d'utiliser ces logiciels métiers pour les chimiothérapies pour détecter un petit peu en amont les patients, à condition que les médecins jouent le jeu de prescrire quelques jours en avance, bien sûr. L'agenda, on en a parlé, et puis pourquoi pas à l'occasion de staff hebdomadaire pour commencer à sélectionner des patients en amont sur des critères qui ne sont pas encore aujourd'hui bien standardisés, comme vous pouvez l'imaginer. Donc pour conclure, je vous rappelle encore une fois que la majorité des patients sont traités par anticancéreux par voie parentérale, que cette administration se fait exclusivement quasiment en hôpital de jour, ou en tout cas en très grande proportion, que les anticancéreux injectables, lorsqu'on parle de problèmes liés aux médicaments, de drug-related problems, sont tout aussi concernés que les thérapies orales par les interactions médicamenteuses, et puis qu'il était très important dès le début d'arriver à monter en puissance pour gérer par rapport aux ressources disponibles, mobilisables, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Bien. La deuxième partie, ça va s'intéresser justement, comme on l'a un petit peu défini déjà, au bilan médicamenteux optimisé. Ça reste, et pas que en oncologie, un des socles des activités de pharmacie clinique. Quand on parle de cancérologie, c'est un aspect incontournable dès lors qu'on fait de la conciliation médicamenteuse. Mais finalement, dès lors qu'on va faire de la consultation de primo-prescription d'un anticancéreux oral, et c'est tout à fait applicable lorsqu'on parle de l'hôpital de jour de cancérologie. Alors, existe-t-il des référentiels ? Oui, vous le savez, j'imagine que vous êtes très au fait de la littérature, y compris la littérature académique, et il y a eu en mars dernier un référentiel conjoint HAS 1K qui s'intitule « La conciliation des traitements médicamenteux en cancérologie », qui est un complément du guide sur la conciliation médicamenteuse et qui avait pour but d'accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de cette conciliation, de faciliter son déploiement, de standardiser tant que faire se peut la pratique et puis d'aider ces professionnels avec des outils proposés pour la mise en place de cette conciliation médicamenteuse. Et puis il y a un autre référentiel que j'aurais également aimé présenter, alors j'ai un peu confondu tout à l'heure, c'est celui de 2017 qui a été co-dirigé par Émilie qui est parmi nous aujourd'hui sur les consultations pharmaceutiques axé sur les thérapies orales, sauf qu'en fait, quand vous prenez ce référentiel-là, vous avez plein d'éléments que vous pouvez utiliser également pour la mise en place d'activités de pharmacie clinique oncologique en hôpital de jour, de cancérologie. Vous avez même, par exemple, si vous feuilletez un petit peu ce référentiel, mais je suis certain que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait, un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un outil de recueil des bilans médicamenteux optimisés. Donc, avant de vous lancer sur la base d'un document vierge, vous pouvez déjà vous inspirer de documents comme ceux-ci qui sont vraiment faits pour ça, pour inspirer les centres qui souhaiteraient débuter ce type d'activité. Alors, je reviens à mon quiz sur lequel vous n'avez pas encore répondu. Selon vous, quelles sont, encore une fois, les 3 sources les plus fiables ? Quand on fait un bilan médicamenteux optimisé, vous m'avez bien compris. Je suis en ligne. Heureusement, on m'a dit qu'il fallait juste que j'appuie sur un câble bleu pour qu'on récupère Internet. Et je suis de retour en ligne. Alors, je suis ravi, je vois que maintenant on a 124 personnes connectées dans la salle, donc ça augmente. On va peut-être arriver jusqu'à 174, ce qui permettra de faire le décompte. Alors, effectivement, il n'y a quasiment que des pharmaciens hospitaliers dans la salle, mais pour autant, vous avez toujours une confiance aveugle dans vos collègues officinaux, et vous avez raison. Alors évidemment, quand on parle de dossier pharmaceutique, c'est quelque part un peu sous-entendu dans la mesure où le collègue officinal consulte en grande partie son DP pour nous renseigner au mieux. L'ordonnance du patient, effectivement, il y a de bonnes chances qu'elle soit fiable, normalement, si elle n'est pas trop ancienne. Et puis, vous avez quand même coché les autres propositions, vous avez eu raison, mais on va voir après que la littérature nous montre que ce n'est pas forcément les sources les plus fiables. Alors ça, c'est un schéma qui était tiré d'une présentation sur la consigne médicamenteuse en hospitalisation traditionnelle. Donc le fait que 13% des